Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je reprends la lecture de La recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann, Combray 2. Après la messe, il me semble. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci pour votre écoute. Merci. En rentrant de la messe, nous rencontrions souvent Monsieur Legrandin, qui, retenu à Paris par sa profession d'ingénieur, ne pouvait, en dehors des grandes vacances, venir à sa propriété de Combray que du samedi soir au lundi matin. C'était un de ces hommes qui, en dehors d'une carrière scientifique où ils ont d'ailleurs brillamment réussi, possèdent une culture toute différente, littéraire, artistique, que leur spécialisation professionnelle n'utilise pas et dont profite leur conversation. Plus lettrés que bien des littérateurs, nous ne savions pas à cette époque que M. Legrandin eut une certaine réputation comme écrivain, et nous fûmes très étonnés de voir qu'un musicien célèbre avait composé une mélodie sur des vers de lui. Doué de plus de facilité que bien des peintres, ils s'imaginent que la vie qu'ils mènent n'est pas celle qui leur aurait convenu et apportent à leurs occupations positives soit une insouciance mêlée de fantaisie, soit une application soutenue et hautaine, méprisante, amère et consciencieuse. Grand, avec une belle tournure, un visage pensif et fin aux longues moustaches blondes, au regard bleu et désenchanté, d'une politesse raffinée, causeur comme nous n'en avions jamais entendu, il était aux yeux de ma famille, qui le citait toujours en exemple, le type de l'homme d'élite, prenant la vie de la façon la plus noble et la plus délicate. Ma grand-mère lui reprochait seulement de parler un peu trop bien, un peu trop comme un livre, de ne pas avoir dans son langage le naturel qu'il y avait dans ses cravates lavalières toujours flottantes, dans son veston droit presque d'écolier. Elle s'étonnait aussi des tirades enflammées qu'il entamait souvent contre l'aristocratie, la vie mondaine, le snobisme, certainement le péché auquel pense saint Paul quand il parle du péché pour lequel il n'y a pas de rémission. L'ambition mondaine était un sentiment que ma grand-mère était si incapable de ressentir et presque de comprendre qu'il lui paraissait bien inutile de mettre tant d'ardeur à la flétrir. De plus, elle ne trouvait pas de très bon goût que M. Legrandin, dont la sœur était mariée près de Balbec avec un gentilhomme bas-normand, se livrât à des attaques aussi violentes contre les nobles, allant jusqu'à reprocher à la Révolution de ne les avoir pas tous guillotinés. « Salut, ami, nous disait-il en venant à notre rencontre. Vous êtes heureux d'habiter beaucoup ici. Demain, il faudra que je rentre à Paris dans ma niche. Oh, ajoutait-il avec ce sourire doucement ironique et déçu, un peu distrait, qui lui était particulier. Certes, il y a dans ma maison toutes les choses inutiles. Il n'y manque que le nécessaire, un grand morceau de ciel comme ici. Tâchez de garder toujours un morceau de ciel au-dessus de votre vie, petit garçon, ajoutait-il en se tournant vers moi. Vous avez une jolie âme, d'une qualité rare, une nature d'artiste. Ne la laissez pas manquer de ce qu'il lui faut. Quand, à notre retour, ma tante nous faisait demander si Madame Goupil était arrivée en retard à la messe, nous étions incapables de la renseigner. En revanche, nous ajoutions à son trouble en lui disant qu'un peintre travaillait dans l'église à copier le vitrail de Gilbert le Mauvais. Françoise, envoyée aussitôt chez l'épicier, était revenue bredouille par la faute de l'absence de Théodore, à qui sa double profession de chantre ayant une part de l'entretien de l'église et de garçon épicier donnait, avec des relations dans tous les mondes, un savoir universel. « Ah, soupirait ma tante, je voudrais que ce soit déjà l'heure de Eulalie. Il n'y a vraiment qu'elle qui pourra me dire cela. » Eulalie était une fille boiteuse, active et sourde qui s'était retirée après la mort de Madame de la Bretonnerie, où elle avait été en place depuis son enfance et qui avait pris à côté de l'église une chambre d'où elle descendait tout le temps, soit aux offices, soit, en dehors des offices, dire une petite prière ou donner un coup de main à Théodore. Le reste du temps, elle allait voir des personnes malades comme ma tante Léonie, à qui elle racontait ce qui s'était passé à la messe ou aux vêpres.
Elle ne dédaignait pas d'ajouter quelques casuels à la petite rente que lui servait la famille de ses anciens maîtres en allant de temps en temps visiter le linge du curé ou de quelque autre personnalité marquante du monde clérical de Combray. Elle portait au-dessus d'une mante de drap noir un petit béguin blanc, presque de religieuse, et une maladie de peau donnait à une partie de ses joues et à son nez recourbé les tons roses vifs de la balsamine. Ces visites étaient la grande distraction de ma tante Léonie, qui ne recevait plus guère personne d'autre en dehors de monsieur le curé. Ma tante avait peu à peu évincé tous les autres visiteurs parce qu'ils avaient le tort, à ses yeux, de rentrer tous dans l'une ou l'autre des deux catégories de gens qu'elle détestait. Les uns, les pires et dont elle s'était débarrassée les premiers, étaient ceux qui lui conseillaient de ne pas s'écouter et professaient, fût-ce négativement et en ne la manifestant que par certains silences de désapprobation, par certains sourires de doute, la doctrine subversive qu'une petite promenade au soleil ou un bon beefsteak saignant, quand elle gardait 14 heures sur l'estomac 2 méchantes gorgées d'eau de Vichy, lui ferait plus de bien que son lit et ses médecines. L'autre catégorie se composait des personnes qui avaient l'air de croire qu'elle était plus gravement malade qu'elle ne pensait, qu'elle était aussi gravement malade qu'elle le disait. Aussi, ceux qu'elle avait laissés monter après quelques hésitations et sur les officieuses instances de Françoise et qui, au cours de leur visite, avaient montré combien ils étaient indignes de la faveur qu'on leur faisait, en risquant timidement un « ne croyez-vous pas que si vous vous secouiez un peu » par un beau temps, ou qui, au contraire, quand elle leur avait dit « Je suis bien bas, c'est la fin », mes pauvres amis lui avaient répondu « Ah, quand on n'a pas la santé, mais vous pouvez durer encore comme ça ». Ceux-là, les uns comme les autres, étaient sûrs de ne plus jamais être reçus. Et si Françoise s'amusait de l'air épouvanté de ma tante quand, de son lit, elle avait aperçu dans la rue du Saint-Esprit une de ces personnes qui avaient l'air de venir chez elle, ou quand elle avait entendu un coup de sonnette, elle riait encore bien plus, et comme d'un bon tour, des ruses toujours victorieuses de ma tante pour arriver à les faire congédier et de leur mine déconfite en s'en retournant sans l'avoir vue et, au fond, admirait sa maîtresse qu'elle jugeait supérieure à tous ces gens puisqu'elle ne voulait pas les recevoir. En somme, ma tante exigeait à la fois qu'on l'approuvât dans son régime, qu'on la plaignît pour ses souffrances et qu'on la rassurât sur son avenir. C'est à quoi Eulalie excellait. Ma tante pouvait lui dire 20 fois en 1 minute « C'est la fin, ma pauvre Eulalie ». 20 fois Eulalie répondait « Connaissant votre maladie comme vous la connaissez, madame Octave, vous irez à 100 ans, comme me disait hier encore madame Sazerin ». Une des plus fermes croyances d'Eulalie est que le nombre imposant des démentis apportés par l'expérience n'avait pas suffi à entamer, était que madame Sazerin s'appelait madame Sazerin. « Je ne demande pas à aller à 100 ans, répondait ma tante qui préférait ne pas voir assigné à ses jours un terme précis. Et comme Eulalie savait avec cela, comme personne, distraire ma tante sans la fatiguer, ces visites qui avaient lieu régulièrement tous les dimanches, sauf empêchement inopiné, étaient pour ma tante un plaisir dont la perspective l'entretenait ces jours-là dans un état agréable d'abord, mais bien vite douloureux comme une faim excessive, pour peu qu'Eulalie fût en retard. Trop prolongée, cette volupté d'attendre Lalie tournait en supplice. Ma tante ne cessait de regarder l'heure, bâillait, se sentait des faiblesses. Le coup de sonnette de Lalie, s'il arrivait tout à la fin de la journée, quand elle ne l'espérait plus, la faisait presque se trouver mal. En réalité, le dimanche, elle ne pensait qu'à cette visite, et sitôt le déjeuner fini, Françoise avait hâte que nous quittions la salle à manger pour qu'elle pût monter occuper ma tante. Mais, surtout à partir du moment où les beaux jours s'installaient à Combray, il y avait bien longtemps que l'heure altière de midi, descendue à la tour de Saint-Hilaire qu'elle armoriait des 12 fleurons momentanés de sa couronne sonore, avait retenti autour de notre table, auprès du pain béni venu lui aussi familièrement en sortant de l'église, quand nous étions encore assis devant les assiettes des 1001 nuits, appesantis par la chaleur et surtout par le repas.
Car au fond permanent d'œufs, de côtelettes, de pommes de terre, de confitures, de biscuits, qu'elle ne nous annonçait même plus, Françoise ajoutait, selon les travaux des champs et des vergers, le fruit de la marée, les hasards du commerce, les politesses des voisins et son propre génie, et si bien que notre menu, comme ces 4 feuilles qu'on sculptait au XIIIe siècle au portail des cathédrales, reflétait un peu le rythme des saisons et les épisodes de la vie. Une barbue parce que la marchande lui en avait garanti la fraîcheur, une dinde parce qu'elle en avait vu une belle au marché de Roussainville-le-Pin, des cardons à la moelle parce qu'elle ne nous en avait pas encore fait de cette manière-là, un gigot rôti parce que le grand air creuse et qu'il avait bien le temps de descendre d'ici 7 heures, des épinards pour changer, des abricots parce que c'était encore une rareté, des groseilles parce que apportées exprès, des cerises, les premières qui vinssent du cerisier du jardin, mais après 2 ans qu'il n'en donnait plus, du fromage à la crème que j'aimais bien autrefois, un gâteau aux amandes parce qu'elle l'avait commandé la veille, une brioche parce que c'était notre tour de l'offrir. Quand tout cela était fini, composé expressément pour nous, mais dédié plus spécialement à mon père qui était amateur, une crème au chocolat. Inspiration, attention personnelle de Françoise nous était offerte, fugitive et légère comme une œuvre de circonstance où elle avait mis tout son talent. Celui qui eût refusé d'en goûter en disant « Oh, j'ai fini, je n'ai plus faim », se serait immédiatement ravalé au rang de ces goujats qui, même dans le présent qu'un artiste leur fait d'une de ses œuvres, regardent au poids et à la matière alors que n'y valent que l'attention et la signature. L'intention et la signature. Même en laisser une seule goutte dans le plat eût témoigné de la même impolitesse que se lever avant la fin du morceau au nez du compositeur. Enfin, ma mère me disait « Voyons, ne reste pas ici indéfiniment. Monte dans ta chambre si tu as trop chaud dehors, mais va d'abord prendre l'air un instant pour ne pas lire en sortant de table. » J'allais m'asseoir près de la pompe et de son auge, souvent ornée, comme un fond gothique, d'une salamandre qui sculptait sur la pierre fruste le relief mobile de son corps allégorique et fuselé, sur le banc sans dossier ombragé d'un lilas, dans ce petit coin du jardin qui s'ouvrait par une porte de service sur la rue du Saint-Esprit et de la terre peu soignée duquel s'élevait par 2 degrés, en saillie de la maison, et comme une construction indépendante, l'arrière-cuisine. On apercevait son dallage rouge et luisant comme du porphyre. Elle avait moins l'air de l'antre de Françoise que d'un petit temple à Vénus. Elle regorgeait des offrandes du crémier, du fruitier, de la marchande de légumes, venue parfois de hameaux assez lointains pour lui dédier les prémices de leurs champs. Et son faîte était toujours couronné du roucoulement d'une colombe. Autrefois, je ne m'attardais pas dans le bois consacré qui l'entourait, car, avant de monter lire, j'entrais dans le petit cabinet de repos que mon oncle Adolphe, un frère de mon grand-père, ancien militaire qui avait pris sa retraite comme commandant, occupait au rez-de-chaussée et qui, même quand les fenêtres ouvertes laissaient entrer la chaleur, sinon les rayons du soleil qui atteignaient rarement jusque-là, dégageait inépuisablement cette odeur obscure et fraîche, à la fois forestière et ancien régime, qui fait rêver longuement les narines quand on pénètre dans certains pavillons de chasse abandonnés. Mais depuis nombre d'années, je n'entrais plus dans le cabinet de mon oncle Adolphe, ce dernier ne venant plus à Combray à cause d'une brouille qui était survenue entre lui et ma famille, par ma faute, dans les circonstances suivantes. 1 ou 2 fois par mois, à Paris, on m'envoyait lui faire une visite. Comme il finissait de déjeuner en simple vareuse, servie par son domestique en veste de travail de coutil, rayée violet et blanc. Il se plaignait en ronchonnant que je n'étais pas venue depuis longtemps, qu'on l'abandonnait. Il m'offrait un massepain ou une mandarine, nous traversions un salon dans lequel on ne s'arrêtait jamais, où on ne faisait jamais de feu, dont les murs étaient ornés de moulures dorées, des plafonds peints d'un bleu qui prétendait imiter le ciel et les meubles capitonnés en satin comme chez mes grands-parents, mais jaunes. Puis nous passions dans ce qu'il appelait son cabinet de travail,
au mur duquel étaient accrochées de ces gravures représentant sur fond noir une déesse charnue et rose conduisant un char, montée sur un globe ou une étoile au front, qu'on aimait sous le Second Empire parce qu'on leur trouvait un air pompéien, puis qu'on détesta et qu'on recommence à aimer pour une seule et même raison, malgré les autres qu'on donne et qui est qu'elles ont l'air Second Empire. Et je restai avec mon oncle jusqu'à ce que son valet de chambre vînt lui demander, de la part du cocher, pour quelle heure celui-ci devait atteler. Mon oncle se plongeait alors dans une méditation qu'aurait craint de troubler d'un seul mouvement son valet de chambre émerveillé, et dont il attendait avec curiosité le résultat, toujours identique. Enfin, après une hésitation suprême, mon oncle prononçait infailliblement ces mots. 2h15. Que le valet de chambre répétait avec étonnement, mais sans discuter. 2h15, bien, je vais le dire. À cette époque, j'avais l'amour du théâtre, amour platonique, car mes parents ne m'avaient encore jamais permis d'y aller, et je me représentais d'une façon si peu exacte les plaisirs qu'on y goûtait, que je n'étais pas éloigné de croire que chaque spectateur regardait comme dans un stéréoscope un décor qui n'était que pour lui, quoique semblable aux milliers d'autres que regardaient, chacun pour soi, le reste des spectateurs. Tous les matins, je courais jusqu'à la colonne Maurice pour voir les spectacles qu'elle annonçait. Rien n'était plus désintéressé et plus heureux que les rêves offerts à mon imagination par chaque pièce annoncée et qui étaient conditionnés à la fois par les images inséparables des mots qui en composaient le titre et aussi de la couleur des affiches encore humides et boursouflées de colle sur lesquelles ils se détachaient. Si ce n'est une de ces œuvres étranges comme le Testament de César Giraudeau et Oedipe Roi, lesquelles s'inscrivaient non sur l'affiche verte de l'opéra comique, mais sur l'affiche lit de vin de la Comédie Française, rien ne me paraissait plus différent de l'aigrette étincelante et blanche des diamants de la couronne que le satin lisse et mystérieux du domino noir et, mes parents m'ayant dit que quand j'irais pour la première fois au théâtre, j'aurais à choisir entre ces deux pièces, cherchant à approfondir successivement le titre de l'une et le titre de l'autre, puisque c'était tout ce que je connaissais d'elle, pour tâcher de saisir en chacun le plaisir qu'il me promettait et de le comparer à celui que recélait l'autre, j'arrivais à me représenter avec tant de force, d'une part une pièce éblouissante et fière, de l'autre une pièce douce et veloutée, que j'étais aussi incapable de décider laquelle aurait ma préférence que si, pour le dessert, on m'avait donné à opter entre du riz à l'impératrice et de la crème au chocolat. Toutes mes conversations avec mes camarades portaient sur ces acteurs dont l'art, bien qu'il me fût encore inconnu, était la première forme, entre toutes celles qu'ils revêtent, sous laquelle se laissait pressentir par moi l'art. Entre la manière que l'un ou l'autre avait de débiter, de nuancer une tirade, les différences les plus minimes me semblaient avoir une importance incalculable. Et d'après ce que l'on m'avait dit d'eux, je les classais par ordre de talent, dans des listes que je me récitais toute la journée et qui avaient fini par durcir dans mon cerveau et par le gêner de leur inamovibilité. Plus tard, quand je fus au collège, chaque fois que pendant les classes je correspondais, aussitôt que le professeur avait la tête tournée, avec un nouvel ami, ma première question était toujours pour lui demander s'il était déjà allé au théâtre et s'il trouvait que le plus grand acteur était bien Go, le second Delaunay, etc. Je ne sais pas. Go. Et si, à son avis, Phèdre ne venait qu'après Thiron ou Delaunay après Coquelin. Qu'après Coquelin, la soudaine motilité que Coquelin, perdant la rigidité de la pierre, contractait dans mon esprit pour y passer au deuxième rang, et l'agilité miraculeuse, la féconde animation dont se voyait doué Delaunay pour reculer au quatrième, rendaient la sensation du fleurissement et de la vie à mon cerveau assoupli et fertilisé.
Mais si les acteurs me préoccupaient ainsi, si la vue de Mauban sortant un après-midi du théâtre français m'avait causé le saisissement et les souffrances de l'amour, combien le nom d'une étoile flamboyant à la porte d'un théâtre, combien à la glace d'un coupé qui passait dans la rue avec ses chevaux fleuris de roses au frontail, la vue du visage d'une femme que je pensais être peut-être une actrice, laissait en moi un trouble plus prolongé, un effort impuissant et douloureux pour me représenter sa vie. Je classais par ordre de talent les plus illustres, Sarah Bernard, la Berma, Barthé, Madeleine Brohan, Jeanne Samary, mais toutes m'intéressaient. Or, mon oncle en connaissait beaucoup, et aussi des cocottes que je ne distinguais pas nettement des actrices. Il les recevait chez lui. Et si nous n'allions le voir qu'à certains jours, c'est que les autres jours venaient des femmes avec lesquelles sa famille n'aurait pas pu se rencontrer. Du moins, à son avis, à elle. Car, pour mon oncle, au contraire, sa trop grande facilité à faire à de jolies veuves qui n'avaient peut-être jamais été mariées, à des comtesses de noms ronflants, qui n'était sans doute qu'un nom de guerre, la politesse de les présenter à ma grand-mère ou même à leur donner des bijoux de famille l'avait déjà brouillé plus d'une fois avec mon grand-père. Souvent, à un nom d'actrice qui venait dans la conversation, j'entendais mon père dire à ma mère en souriant « une amie de ton oncle » et je pensais que le stage que peut-être des années des hommes importants faisaient inutilement à la porte de telles femmes qui ne répondaient pas à leurs lettres et les faisaient chasser par le concierge de son hôtel, mon oncle aurait pu en dispenser un gamin comme moi en le présentant chez lui à l'actrice, inapprochable à tant d'autres, qui était pour lui une intime amie. Aussi, sous le prétexte qu'une leçon qui avait été déplacée tombait maintenant si mal qu'elle m'avait empêché plusieurs fois et m'empêcherait encore de voir mon oncle, un jour, autre que celui qui était réservé aux visites que nous lui faisions, profitant de ce que mes parents avaient déjeuné de bonne heure, je sortis et au lieu d'aller regarder la colonne d'affiches, pourquoi on me laissait aller seule, je courus jusqu'à lui. Je remarquai devant sa porte une voiture attelée de 2 chevaux qui avait aux œillères un œillet rouge comme avait le cocher à sa boutonnière. De l'escalier, j'entendis un rire et une voix de femme, et dès que j'eus sonné, un silence. Puis le bruit de porte qu'on fermait. Le valet de chambre vint ouvrir, et en me voyant parut embarrassé, me dit que mon oncle était très occupé, ne pourrait sans doute pas me recevoir, et tandis qu'il allait pourtant le prévenir, la même voix que j'avais entendue disait « Oh, si, laisse-le entrer, rien qu'une minute, cela m'amuserait tant. Sur la photographie qui est sur ton bureau, il ressemble tant à sa maman, ta nièce, dont la photographie est à côté de la sienne, n'est-ce pas? Je voudrais le voir rien qu'un instant, ce gosse. » J'entendis mon oncle grommeler, se fâcher. Finalement, le valet de chambre me fit entrer. Sur la table, il y avait la même assiette de masse-pain que d'habitude. Mon oncle avait sa vareuse de tous les jours, mais en face de lui, en robe de soie rose avec un grand collier de perles au cou, était assise une jeune femme qui achevait de manger une mandarine. L'incertitude où j'étais s'il fallait lui dire madame ou mademoiselle me fit rougir, et n'osant pas trop tourner les yeux de son côté de peur d'avoir à lui parler, j'allais embrasser mon oncle. Elle me regardait en souriant. Mon oncle lui dit « mon neveu », sans lui dire mon nom, ni me dire le sien, sans doute parce que, depuis les difficultés qu'il avait eues avec mon grand-père, il tâchait autant que possible d'éviter tout trait d'union entre sa famille et ce genre de relation. « Comme il ressemble à sa mère, dit-elle. »« Mais vous n'avez jamais vu ma nièce qu'en photographie, dit vivement mon oncle d'un ton bourru. Je vous demande pardon, mon cher ami, je l'ai croisée dans l'escalier l'année dernière quand vous avez été si malade. Il est vrai que je ne l'ai vue que le temps d'un éclair et que votre escalier est bien noir, mais cela m'a suffi pour l'admirer. Ce petit jeune homme a ses beaux yeux et aussi ça, dit-elle, en traçant avec son doigt une ligne sur le bas de son front. Est-ce que madame votre nièce porte le même nom que vous, ami? Demanda-t-elle à mon oncle. Il ressemble surtout à son père, grogna mon oncle qui ne se souciait pas plus de faire des présentations à distance en disant le nom de maman que d'en faire de près. C'est tout à fait son père et aussi ma pauvre mère. Je ne connais pas son père, dit la dame en rose avec une légère inclinaison de la tête.
Je n'ai jamais connu votre pauvre mère, mon ami. Vous vous souvenez? C'est peu après votre grand chagrin que nous nous sommes connus. J'éprouvais une petite déception, car cette jeune dame ne différait pas des autres jolies femmes que j'avais vues quelquefois dans ma famille, notamment de la fille d'un de nos cousins, chez lequel j'allais tous les ans le 1er janvier. Mieux habillée seulement. L'amie de mon oncle avait le même regard vif et bon, elle avait l'air aussi franc et aimant. Je ne lui trouvais rien de l'aspect théâtral que j'admirais dans les photographies d'actrices, ni de l'expression diabolique qui eût été en rapport avec la vie qu'elle devait mener. J'avais peine à croire que ce fût une cocotte, et surtout je n'aurais pas cru que ce fût une cocotte chic si je n'avais pas vu la voiture à 2 chevaux, la robe rose, le collier de perles, si je n'avais pas su que mon oncle n'en connaissait que de la plus haute volée. Mais je me demandais comment le millionnaire qui lui donnait sa voiture et son hôtel et ses bijoux pouvait avoir du plaisir à manger sa fortune pour une personne qui avait l'air si simple et comme il faut. Et pourtant, en pensant à ce que devait être sa vie, l'immoralité m'en troublait peut-être plus que si elle avait été concrétisée devant moi en une apparence spéciale. D'être ainsi invisible comme le secret de quelques romans, de quelques scandales qui avaient fait sortir de chez ses parents bourgeois et voués à tout le monde, qui avaient fait épanouir en beauté et hausser jusqu'au demi-monde et à la notoriété celle que ces jeux de physionomie, ces intonations de voix, pareilles à tant d'autres que je connaissais déjà, me faisaient malgré moi considérer comme une jeune fille de bonne famille qui n'était plus d'aucune famille. On était passé dans le cabinet de travail et mon oncle, d'un air un peu gêné par ma présence, lui offrit des cigarettes. « Non, dit-elle, chère, vous savez que je suis habituée à celles que le grand-duc m'envoie. Je lui ai dit que vous en étiez jaloux. » Et elle tira d'un étui des cigarettes couvertes d'inscriptions étrangères et dorées. « Mais si, reprit-elle tout d'un coup, je dois avoir rencontré chez vous le père de ce jeune homme. N'est-ce pas votre neveu? Comment ai-je pu l'oublier? Il a été tellement bon, tellement exquis pour moi, dit-elle d'un air modeste et sensible. Mais en pensant à ce qu'avait pu être, l'accueil rude qu'elle disait avoir trouvé exquis de mon père, moi qui connaissais sa réserve et sa froideur, j'étais gênée, comme par une indélicatesse qu'il aurait commise, de cette inégalité entre la reconnaissance excessive qui lui était accordée et son amabilité insuffisante. Il m'a semblé plus tard que c'était un de ces côtés touchants du rôle de ces femmes oisives et studieuses qu'elles consacrent leur générosité, leur talent, un rêve disponible de beauté sentimentale, car, comme les artistes, elles ne le réalisent pas, ne le font pas entrer dans les cadres de l'existence commune, et un or qui leur coûte peu, à enrichir d'un sertissage précieux et fin la vie fruste et mal dégrossie des hommes. Comme celle-ci, dans le fumoir où mon oncle était en vareuse pour la recevoir, répandait son corps si doux, sa robe de soie rose, ses perles, l'élégance qui émane de l'amitié d'un grand-duc. De même, elle avait pris quelques propos insignifiants de mon père, elle l'avait travaillé avec délicatesse, lui avait donné un tour, une appellation précieuse, et y enchâssant un de ses regards d'une si belle eau, nuancée d'humilité et de gratitude, elle le rendait changer en un bijou artiste, en quelque chose de tout à fait exquis. « Allons, voyons, il est l'heure que tu t'en ailles, » me dit mon oncle. Je me levai, j'avais une envie irrésistible de baiser la main de la dame en rose, mais il me semblait que c'eût été quelque chose d'audacieux comme un enlèvement. Mon cœur battait tandis que je me disais « Faut-il le faire? Faut-il ne pas le faire ?» Puis je cessais de me demander ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire quelque chose. Et d'un geste aveugle et insensé, dépouillé de toutes les raisons que je trouvais, il y avait un moment en sa faveur, je portais à mes lèvres Dépouillée de toutes les raisons que je trouvais, il y avait un moment en sa faveur, je portais à mes lèvres la main qu'elle me tendait. Comme il est gentil, il est déjà galant, il a un petit œil pour les femmes, il tient de son oncle. Ce sera un parfait gentleman, ajouta-t-elle en serrant les dents pour donner à la phrase un accent légèrement britannique. Est-ce qu'il ne pourrait pas venir une fois prendre a cup of tea, comme disent nos voisins les Anglais? Il n'aurait qu'à m'envoyer un bleu le matin. Je ne savais pas ce qu'était
ce que c'était qu'un bleu. Je ne comprenais pas la moitié des mots que disait la dame, mais la crainte que n'y fût cachée quelque question à laquelle il eût été impoli de ne pas répondre m'empêchait de cesser de les écouter avec attention, et j'en éprouvais une grande fatigue. « Mais non, c'est impossible, dit mon oncle en haussant les épaules. Il est très tenu, il travaille beaucoup. Il a tous les prix à son cours, ajouta-t-il, à voix basse pour que je n'entende pas ce mensonge et que je n'y contredise pas. Qui sait, ce sera peut-être un petit Victor Hugo, une espèce de volabelle, vous savez. J'adore les artistes, répondit la dame en rose. Il n'y a qu'eux qui comprennent les femmes, qu'eux et les êtres d'élite comme vous. Excusez mon ignorance, ami. Qui est volabelle? Est-ce les volumes dorés qu'il y a dans la petite bibliothèque vitrée de votre boudoir? Vous savez que vous m'avez promis de me les prêter. J'en aurai grand soin. Mon oncle, qui détestait prêter ses livres, ne répondit rien et me conduisit jusqu'à l'antichambre. Et perdu d'amour pour la dame en rose, je couvris de baisers fous les joues pleines de tabac de mon vieil oncle, et tandis qu'avec assez d'embarras il me laissait entendre sans oser me le dire ouvertement qu'il aimerait autant que je ne parlasse pas de cette visite à mes parents, je lui disais, les larmes aux yeux, que le souvenir de sa bonté était en moi si fort que je trouverais bien un jour le moyen de lui témoigner ma reconnaissance. Il était si fort en effet que 2 heures plus tard, après quelques phrases mystérieuses et qui ne me parurent pas donner à mes parents une idée assez nette de la nouvelle importance dont j'étais douée, je trouvais plus explicite de leur raconter dans les moindres détails la visite que je venais de faire. Je ne croyais pas ainsi causer d'ennui à mon oncle. Comment l'aurais-je cru, puisque je ne le désirais pas? Et je ne pouvais supposer que mes parents trouveraient du mal dans une visite où je n'en trouvais pas. N'arrive-t-il pas tous les jours qu'un ami nous demande de ne pas manquer de l'excuser auprès d'une femme à qui il a été empêché d'écrire et que nous négligions de le faire jugeant que cette personne ne peut pas attacher d'importance à un silence qui n'en a pas pour nous? Je m'imaginais, comme tout le monde, que le cerveau des autres était un réceptacle inerte et docile, sans pouvoir de réaction spécifique sur ce qu'on y introduisait. Et je ne doutais pas qu'en déposant dans celui de mes parents la nouvelle de la connaissance que mon oncle m'avait fait faire, je ne leur transmisse en même temps, comme je le souhaitais, le jugement bienveillant que je portais sur cette présentation. Mes parents, malheureusement, s'en remirent à des principes entièrement différents de ceux que je leur suggérais d'adopter quand ils voulurent apprécier l'action de mon oncle. Mon père et mon grand-père eurent avec lui des explications violentes. J'en fus indirectement informée. Quelques jours après, croisant dehors mon oncle qui passait en voiture découverte, je ressentis la douleur, la reconnaissance, le remords que j'aurais voulu lui exprimer. À côté de leur immensité, je trouvais qu'un coup de chapeau serait mesquin et pourrait faire supposer à mon oncle que je ne me croyais pas tenue envers lui à plus qu'à une banale politesse. Je résolus de m'abstenir de ce geste insuffisant et je détournai la tête. Mon oncle pensa que je suivais en cela les ordres de mes parents. Il ne leur pardonna pas et il est mort bien des années après sans qu'aucun de nous l'ait jamais revu. Aussi, je n'entrai plus dans le cabinet de repos maintenant fermé de mon oncle Adolphe et après m'être attardée aux abords de l'arrière-cuisine, quand Françoise, apparaissant sur le parvis, me disait « Je vais laisser ma fille de cuisine servir le café et monter l'eau chaude, il faut que je me sauve chez Madame Octave », je me décidai à rentrer et montai directement lire chez moi. La fille de cuisine était une personne morale, une institution permanente à qui des attributions invariables assuraient une sorte de continuité et d'identité à travers la succession des formes passagères en lesquelles elle s'incarnait, car nous n'eûmes jamais la même 2 ans de suite. L'année où nous mangeâmes tant d'asperges, la fille de cuisine, habituellement chargée de les plumer, était une pauvre créature maladive, dans un état de grossesse déjà assez avancé quand nous arrivâmes à Pâques, et on s'étonnait même que Françoise lui laissât faire tant de courses et de besognes, car elle commençait à porter difficilement devant elle la mystérieuse corbeille, chaque jour plus remplie, dont on devinait sous ses amples sarraux la forme magnifique. Ceci rappelait les houppelande qui revêtent certaines des figures symboliques de Giotto dont M. Swann m'avait donné des photographies.
C'est lui-même qui nous l'avait fait remarquer, et quand il nous demandait des nouvelles de la fille de cuisine, il nous disait « Comment va la charité de Giotto ?» D'ailleurs, elle-même, la pauvre fille, engraissée par sa grossesse jusqu'à la figure, jusqu'aux joues qui tombaient droites et carrées, ressemblait en effet assez à ces vierges fortes et homas, matrones plutôt, dans lesquelles les vertus sont personnifiées à l'aréna. Et je me rends compte maintenant que ces vertus et ces vices de Padoue lui ressemblaient encore d'une autre manière. De même que l'image de cette fille était accrue par le symbole ajouté qu'elle portait devant son ventre, sans avoir l'air d'en comprendre le sens, sans que rien dans son visage en traduisît la beauté et l'esprit, comme un simple et pesant fardeau. De même, c'est sans paraître sans douter que la puissante ménagère qui est représentée à l'aréna au-dessous du nom Caritas et dont la reproduction était accrochée au mur de ma salle d'études à Combray, incarne cette vertu, c'est sans qu'aucune pensée de charité semble avoir jamais pu être exprimée par son visage énergique et vulgaire. Par une belle invention du peintre, elle foule aux pieds les trésors de la terre, mais absolument comme si elle piétinait des raisins pour en extraire le jus, ou plutôt comme elle aurait monté sur des sacs pour se hausser. Et elle tend à Dieu son cœur enflammé, disons mieux, elle le lui passe, comme une cuisinière passe un tire-bouchon par le soupirail de son sous-sol à quelqu'un qui le lui demande à la fenêtre du rez-de-chaussée. L'envie, elle, aurait eu davantage une certaine expression d'envie. L'envie, elle aurait eu davantage une certaine expression d'envie. Mais dans cette fresque-là encore, le symbole tient tant de place et est représenté comme si réel. Le serpent qui siffle aux lèvres de l'envie est si gros, il lui remplit si complètement sa bouche grande ouverte que les muscles de sa figure sont distendus pour pouvoir le contenir, comme ceux d'un enfant qui gonfle un ballon avec son souffle, et que l'attention de l'envie, et la nôtre du même coup, tout entière concentrée sur l'action de ses lèvres, n'a guère de temps à donner à d'envieuses pensées. Malgré toute l'admiration que M. Swann professait pour ces figures de Giotto, je n'eus longtemps aucun plaisir à considérer dans notre salle d'études, où on avait accroché les copies qu'il m'en avait rapportées, cette charité sans charité, cette envie qui avait l'air d'une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l'introduction de l'instrument de l'opérateur, une justice dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là même qui, à Combray, caractérisait certaines jolies bourgeoises pieuses et sèches que je voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlés d'avance dans les milices de réserve de l'injustice. Mais plus tard, j'ai compris que l'étrangeté saisissante, la beauté spéciale de ces fresques tenait à la grande place que le symbole y occupait, et que le fait qu'il fût représenté non comme un symbole, puisque la pensée symbolisée n'était pas exprimée, mais comme réelle, comme effectivement subie ou matériellement maniée, donnait à la signification de l'œuvre quelque chose de plus littéral et de plus précis, à son enseignement quelque chose de plus concret et de plus frappant. Chez la pauvre fille de cuisine, elle aussi, l'attention n'était-elle pas sans cesse ramenée à son ventre par le poids qui le tirait ? Et de même encore, bien souvent la pensée des agonisants est tournée vers le côté effectif, douloureux, obscur, viscéral, vers cet envers de la mort qui est précisément le côté qu'elle leur présente, qu'elle leur fait rudement sentir et qui ressemble beaucoup plus à un fardeau qui les écrase, à une difficulté de respirer, à un besoin de boire, qu'à ce que nous appelons l'idée de la mort. Il fallait que ces vertus et ces vices de Padoue eussent en eux bien de la réalité, puisqu'ils m'apparaissaient comme aussi vivants que la servante enceinte, et qu'elle-même ne me semblait pas beaucoup moins allégorique. Et peut-être cette non-participation, du moins apparente, de l'âme d'un être à la vertu qui agit par lui, a aussi en dehors de sa valeur esthétique une réalité sinon psychologique, au moins, comme on dit, physiognomonique.
Quand, plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer, au cours de ma vie, dans des couvents par exemple, des incarnations vraiment saintes de la charité active, elles avaient généralement un air allègre, positif, indifférent et brusque de chirurgien pressé, ce visage où ne se lit aucune commisération, aucun attendrissement devant la souffrance humaine, aucune crainte de la heurter, et qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et sublime de la vraie bonté. Pendant que la fille de cuisine, faisant briller involontairement la supériorité de Françoise, comme l'erreur, par le contraste, rend plus éclatant le triomphe de la vérité, servait du café qui, selon maman, n'était que de l'eau chaude, et montait ensuite dans nos chambres de l'eau chaude qui était à peine tiède, je m'étais étendue sur mon lit, un livre à la main, dans ma chambre qui protégeait en tremblant sa fraîcheur transparente et fragile contre le soleil de l'après-midi derrière ses volets presque clos, où un reflet de jour avait pourtant trouvé moyen de faire passer ses ailes jaunes, et restait immobile entre le bois et le vitrage, dans un coin, comme un papillon posé. Il faisait à peine assez clair pour lire, et la sensation de la splendeur de la lumière ne m'était donnée que par les coups frappés dans la rue de la Cure par Camus, averti par Françoise que ma tante ne reposait pas et qu'on pouvait faire du bruit, contre des caisses poussiéreuses, mais qui, retentissant dans l'atmosphère sonore, spéciale au temps chaud, semblaient faire voler au loin des astres écarlates. Et aussi par les mouches qui exécutaient devant moi dans leurs petits concerts comme la musique de chambre de l'été. Elle ne l'évoque pas à la façon d'un air de musique humaine qui, entendu par hasard à la belle saison, vous la rappelle ensuite. Elle est unie à l'été par un lien plus nécessaire. Née des beaux jours, ne renaissant qu'avec eux, contenant un peu de leur essence, elle n'en réveille pas seulement l'image dans notre mémoire, elle en certifie le retour, la présence effective, ambiante, immédiatement accessible. Cette obscure fraîcheur de ma chambre était au plein soleil de la rue, ce que l'ombre est au rayon, c'est-à-dire aussi lumineuse que lui, et offrait à mon imagination le spectacle total de l'été dont mes sens, si j'avais été en promenade, n'auraient pu jouir que par morceaux. Et ainsi elle s'accordait bien à mon repos qui, grâce aux aventures racontées par mes livres et qui venaient l'émouvoir, supportait pareil au repos d'une main immobile au milieu d'une eau courante, le choc et l'animation d'un torrent d'activité. Mais ma grand-mère, même si le temps trop chaud s'était gâté, si un orage ou seulement un grain était survenu, venait me supplier de sortir. Et ne voulant pas renoncer à ma lecture, j'allais du moins la continuer au jardin, sous le marronnier, dans une petite guérite en sparterie et en toile au fond de laquelle j'étais assis et me croyais caché aux yeux des personnes qui pourraient venir faire visite à mes parents. Et ma pensée n'était-elle pas aussi comme une autre crèche au fond de laquelle je sentais que je restais enfoncée, même pour regarder ce qui se passait au dehors ? Quand je voyais un objet extérieur, la conscience que je le voyais restait entre moi et lui, le bordait d'un mince liseré spirituel qui m'empêchait de jamais toucher directement sa matière. Elle se volatilisait en quelque sorte avant que je prisse contact avec elle. Comme un corps incandescent qu'on approche d'un objet mouillé ne touche pas son humidité parce qu'il se fait toujours précéder d'une zone d'évaporation. Dans l'espèce d'écran diapré d'états différents que, tandis que je lisais, déployait simultanément ma conscience et qui allait des aspirations les plus profondément cachées en moi-même jusqu'à la vision tout extérieure de l'horizon que j'avais au bout du jardin sous les yeux, ce qu'il y avait d'abord en moi de plus intime, la poignée sans cesse en mouvement qui gouvernait le reste, c'était ma croyance en la richesse philosophique, en la beauté du livre que je lisais et mon désir de me les approprier, quel que fût ce livre. Car, même si je l'avais acheté à Combray, en l'apercevant devant l'épicerie Borange, trop distante de la maison pour que Françoise pût s'y fournir comme chez Camus, mais mieux achalandée comme papeterie et librairie, retenue par des ficelles dans la mosaïque des brochures et des livraisons qui revêtaient les deux vantaux de sa porte plus mystérieuse, plus semée de pensées qu'une porte de cathédrale,
c'est que je l'avais reconnu pour m'avoir été cité comme un ouvrage remarquable par le professeur ou le camarade qui me paraissait à cette époque détenir le secret de la vérité et de la beauté, à demi pressentie, à demi incompréhensible, dont la connaissance était le but vague mais permanent de ma pensée. Après cette croyance centrale qui, pendant ma lecture, exécutait d'incessants mouvements du dedans au dehors, vers la découverte de la vérité, venaient les émotions que me donnait l'action à laquelle je prenais part, car ces après-midi-là étaient plus remplis d'événements dramatiques que ne l'est souvent toute une vie. C'étaient les événements qui survenaient dans le livre que je lisais. Il est vrai que les personnages qu'ils affectaient n'étaient pas réels, comme disait Françoise. Mais tous les sentiments que nous font éprouver la joie ou l'infortune d'un personnage réel ne se produisent en nous que par l'intermédiaire d'une image de cette joie ou de cette infortune. L'ingéniosité du premier romancier consista à comprendre que dans l'appareil de nos émotions, l'image étant le seul élément essentiel, la simplification qui consisterait à supprimer purement et simplement les personnages réels serait un perfectionnement décisif. Un être réel, si profondément que nous sympathisions avec lui, pour une grande part est perçu par nos sens, c'est-à-dire nous reste opaque, offre un poids mort que notre sensibilité ne peut soulever. Qu'un malheur le frappe, ce n'est qu'en une petite partie de la notion totale que nous avons de lui que nous pourrons en être émus. Bien plus, ce n'est qu'en une partie de la notion totale qu'il a de soi qu'il pourra l'être lui-même. La trouvaille du romancier a été d'avoir l'idée de remplacer ces parties impénétrables à l'âme par une quantité égale de parties immatérielles, c'est-à-dire que notre âme peut s'assimiler. Qu'importe dès lors que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons faites nôtres, puisque c'est en nous qu'elles se produisent, qu'elles tiennent sous leur dépendance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de notre respiration et l'intensité de notre regard. Et une fois que le romancier nous a mis dans cet état, ou comme dans tous les états purement intérieurs, toute émotion est décuplée, où son livre va nous troubler à la façon d'un rêve, mais d'un rêve plus clair que ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir durera davantage. Alors, voici qu'il déchaîne en nous pendant 1 heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception. Ainsi notre cœur change dans la vie et c'est la pire douleur. Mais nous ne la connaissons que dans la lecture, en imagination. Dans la réalité, il change, comme certains phénomènes de la nature se produisent, assez lentement pour que, si nous pouvons constater successivement chacun de ces états différents, en revanche la sensation même du changement nous soit épargnée. Déjà moins intérieure à mon corps que cette vie des personnages, venait ensuite à demi projeter devant moi le paysage où se déroulait l'action et qui exerçait sur ma pensée une bien plus grande influence que l'autre, que celui que j'avais sous les yeux quand je les levais du livre. C'est ainsi que pendant 2 étés, dans la chaleur du jardin de Combray, j'ai eu, à cause du livre que je lisais alors, la nostalgie d'un pays montueux et fluviatile, où je verrais beaucoup de scieries et où, au fond de l'eau claire, des morceaux de bois pourrissaient sous des touffes de cressons. Non loin montaient le long de murs bas des grappes de fleurs violettes et rougeâtres, et comme le rêve d'une femme qui m'aurait aimée était toujours présent à ma pensée, ces étés-là ce rêve fut imprégné de la fraîcheur des eaux courantes. Et quelle que fût la femme que j'évoquais, des grappes de fleurs violettes et rougeâtres s'élevaient aussitôt de chaque côté d'elle comme des couleurs complémentaires. Ce n'était pas seulement parce qu'une image dont nous rêvons reste toujours marquée, s'embellit et bénéficie du reflet des couleurs étrangères qui par hasard l'entourent dans notre rêverie, car ces paysages des livres que je lisais n'étaient pas pour moi que des
paysages plus vivement représentés à mon imagination que ceux que Combray mettait sous mes yeux, mais qui eussent été analogues. Par le choix qu'en avait fait l'auteur, par la foi avec laquelle ma pensée allait au-devant de sa parole comme d'une révélation, il me semblait être, impression que ne me donnait guère le pays où je me trouvais, et surtout notre jardin, produit sans prestige de la correcte fantaisie du jardinier que méprisait ma grand-mère, une part véritable de la nature elle-même, digne d'être étudiée et approfondie. Si mes parents m'avaient permis, quand je lisais un livre, d'aller visiter la région qu'ils décrivaient, j'aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité. Car si on a la sensation d'être toujours entouré de son âme, ce n'est pas comme d'une prison immobile. Plutôt, on est comme emporté avec elle dans un perpétuel élan pour la dépasser, pour atteindre à l'extérieur avec une sorte de découragement, entendant toujours autour de soi cette sonorité identique qui n'est pas écho du dehors, mais retentissement d'une vibration interne. On cherche à retrouver dans les choses devenues par là précieuses le reflet que notre âme a projeté sur elles. On est déçu en constatant qu'elle semble dépourvue dans la nature du charme qu'elle devait, dans notre pensée, au voisinage de certaines idées. Parfois, on convertit toutes les forces de cette âme en habileté, en splendeur pour agir sur des êtres dont nous sentons bien qu'ils sont situés en dehors de nous et que nous ne les atteindrons jamais. Aussi, si j'imaginais toujours autour de la femme que j'aimais les lieux que je désirais le plus alors, si j'eusse voulu que ce fût elle qui me les fît visiter, qui m'ouvrît l'accès d'un monde inconnu, ce n'était pas par le hasard d'une simple association de pensées, non. C'est que mes rêves de voyage et d'amour n'étaient que des moments, que je sépare artificiellement aujourd'hui comme si je pratiquais des sections à des hauteurs différentes d'un jet d'eau irisé et en apparence immobile, dans un même et infléchissable jaillissement de toutes les forces de ma vie. Enfin, en continuant à suivre du dedans au dehors les états simultanément juxtaposés dans ma conscience, et avant d'arriver jusqu'à l'horizon réel qui les enveloppait, je trouve des plaisirs d'un autre genre, celui d'être bien assis, de sentir la bonne odeur de l'air, de ne pas être dérangé par une visite. Et, quand une heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de voir tomber morceau par morceau ce qui de l'après-midi était déjà consommé, jusqu'à ce que j'entendisse le dernier coup qui me permettait de faire le total et après lequel le long silence qui le suivait semblait faire commencer dans le ciel bleu toute la partie qui m'était encore concédée pour lire jusqu'au bon dîner qu'apprêtait Françoise et qui me réconforterait des fatigues prises pendant la lecture du livre à la suite de son héros. Et à chaque heure, il me semblait que c'était quelques instants, seulement auparavant que la précédente avait sonné. La plus récente venait s'inscrire tout près de l'autre dans le ciel et je ne pouvais croire que 60 minutes eussent tenu dans ce petit arc bleu qui était compris entre leurs 2 marques d'or. Quelquefois même, cette heure prématurée sonnait 2 coups de plus que la dernière. Il y en avait donc une que je n'avais pas entendue. Quelque chose qui avait eu lieu n'avait pas eu lieu pour moi. L'intérêt de la lecture, magique comme un profond sommeil, avait donné le change à mes oreilles hallucinées et effacé la cloche d'or sur la surface azurée du silence. Beaux après-midi du dimanche sous le marronnier du jardin de Combray, soigneusement vidés par moi des incidents médiocres de mon existence personnelle que j'y avais remplacée par une vie d'aventure et d'aspirations étranges au sein d'un pays arrosé d'eau vive. Vous m'évoquez encore cette vie quand je pense à vous, et vous la contenez en effet pour l'avoir peu à peu contournée et enclose, tandis que je progressais dans ma lecture et que tombait la chaleur du jour, dans le cristal successif, lentement changeant et traversé de feuillages, de vos heures silencieuses, sonores, odorantes et limpides.
crois que je vais m'arrêter ici pour cette lecture. Pardon, je regarde un tout petit peu. On avance, on avance. Il ne faut pas être trop pressé. Hein. Là, sur ce coup, à la recherche du temps perdu, il ne faut pas être trop pressé. Je sais pas, il y a un petit... C'est intéressant, j'aime son écriture, mais il y a un petit... Il se moque toujours des personnes au service. Et ça m'agace un tantinet, voilà. Hein, on pourra dire ça. Pas tout le temps, il ne fait pas que s'en moquer, mais... Bon. Ah oui, je vous ai parlé du film à bicyclette dans ma dernière lecture. Mécluse. Attendez, je vais chercher. Je sais pas prononcer son nom en plus. Mathias Mécluse. Il y a juste un moment qui m'a chagrinée dans ce film. Mais il faut pas le... C'est un moment par rapport à... comment dire, qui m'a chagrinée, je veux dire parce qu'il était dit. Aïe. Parce que, comme je vous le disais, les émotions vont et viennent dans ce film, c'est très... mais à un moment, donc Philippe Rebaud, je sais pas comment on le dit, ils sont en Roumanie et il se fâche avec son ami, ils se fâchent tous les deux. Et parce qu'il parle des Roumains, il dit qu'il n'a pas envie de dormir n'importe où à la Belle Étoile parce que là on est en Roumanie et que quand même c'est... ça craint ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez. Il se trouve que j'ai fait un voyage assez similaire en train. Principalement en train et en bus aussi. J'ai fait un petit tour de l'Europe à une époque. Et j'ai été marquée par... au contraire, par l'accueil chaleureux. Je dis pas qu'il n'y a rien à craindre, hein, pas du tout. Évidemment qu'il y a toujours... On ne sait jamais sur qui on peut tomber ou quoi que ce soit, mais cela dit, j'ai fait ce voyage, j'étais aussi pour des raisons de curiosité. Est-ce qu'il fallait vraiment craindre autant que... J'avais envie d'aller voir le monde par moi-même, simplement, de voir ce que vraiment on risquait. Et comme d'habitude, j'ai été extrêmement chanceuse, j'ai vraiment peu d'expériences négatives. J'étais toute seule, mais
ils étaient d'une gentillesse et d'une prévenance qui m'a frappée. Et aussi, ils accordaient, je trouve, un peu plus de temps à la vie de famille, que ce soit en Roumanie ou en Turquie notamment. Avant, c'était beaucoup moins chaleureux. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pardon. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous remercie et finalement, voilà, les hommes, les femmes, quand je dis les hommes, c'est avec une majuscule, sont un peu les mêmes partout à partir du moment où on arrive à communiquer. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci encore et à bientôt.